Et si nos plus grandes crises n'étaient pas des murs, mais des portes? On vit une époque de profonds changements, une époque où une seule idée peut vraiment tout faire basculer. C'est le moment de voir nos défis non pas comme des impasses, mais comme des portails vers un avenir complètement nouveau. Voilà la question qui définit notre époque. Chaque crise, en fait, nous offre un choix. Soit on la subit, comme une urgence qui nous paralyse, soit on la saisit comme une occasion unique d'innover. C'est justement dans l'effondrement de l'ancien que naît la possibilité de créer quelque chose de vraiment, vraiment puissant. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on se sent si souvent bloqué? Eh bien, la racine du problème, elle est là. Collectivement, on fonctionne sous l'emprise des hormones du stress. C'est un peu comme si on était constamment en mode survie, focalisé sur la prochaine menace, la prochaine compétition, la prochaine peur. Cet état permanent nous empêche de lever la tête et d'imaginer un autre avenir. Et le contraste entre les deux modèles est saisissant. D'un côté, on a le modèle égoïste, celui de la survie. Il est basé sur la séparation, la peur de l'avenir. Et de l'autre, on a le modèle altruiste, un cœur ouvert, une vision tournée vers le bien commun, une connexion à quelque chose de plus grand que soi. C'est le passage radical de la peur à la possibilité. Mais qu'est-ce qui nous enchaîne à ce vieux modèle? C'est ce concept puissant, la dépendance émotionnelle. Il faut bien comprendre ça, notre corps peut devenir littéralement accro à la chimie de nos propres émotions passées, que ce soit la colère, la peur, le jugement. Il en redemande, et ça nous force à revivre le passé, encore et encore. C'est une prison invisible, et c'est l'obstacle numéro 1 au changement. Alors, comment on fait pour briser ce cycle? Il y a une piste fascinante qui nous vient de la recherche. Des études ont montré un phénomène incroyable. Lorsque des groupes de personnes méditent ensemble, dans une ville, le taux de criminalité chute de manière significative. C'est la preuve qu'une conscience collective plus cohérente peut avoir un impact mesurable sur notre monde. Et c'est là que tout bascule. On pourrait croire que l'effet est permanent, mais la vraie question, celle qui révèle tout, c'est que se passe-t-il une fois que ces méditants s'en vont? La réponse est brutale, le taux de criminalité remonte à son niveau initial. Et ça nous enseigne une vérité fondamentale sur la nature du vrai changement. Et voilà la clé. Penser passivement à la paix, ça ne suffit pas. L'effet s'estompe parce que la paix n'était pas vécue. Elle n'était pas incarnée au quotidien par la communauté elle-même. Le vrai changement, ce n'est pas une idée abstraite. C'est une action. C'est une démonstration vivante, dans chaque choix, chaque interaction. Cette idée ramène tout à notre échelle, à notre quotidien. Vouloir la paix dans le monde tout en nourrissant une guerre silencieuse avec son collègue au bureau, c'est une contradiction totale. Pour incarner la paix, il faut commencer ici et maintenant dans nos relations les plus simples. On continue avec cet autre exemple qui est tout aussi percutant. Si on a l'impression d'avoir un gouvernement qui nous prend constamment, la réponse, ce n'est pas la colère ou la contraction. La réponse, c'est de devenir un exemple vivant du contraire. En commençant à donner, on incarne l'abondance et on donne aux autres la permission silencieuse de faire pareil. Cette métaphore alchimique, elle résume tout. Pour attirer une réalité d'or, c'est-à-dire une réalité d'abondance, de paix, de connexion, il faut d'abord devenir soi-même de l'or. Le plomb n'attire pas l'or. On ne peut pas créer une nouvelle conscience en continuant de vibrer à l'ancienne fréquence. Il faut devenir ce que l'on cherche. Et ça nous force à redéfinir radicalement ce qu'est l'amour de soi. On le confond souvent avec le plaisir. S'offrir une manicure, s'acheter une nouvelle voiture pour anesthésier une douleur, c'est une solution externe, une rustine temporaire. Le véritable amour de soi, c'est beaucoup plus courageux. C'est un travail interne. C'est affronter ses propres limitations, briser ses dépendances émotionnelles et libérer son énergie de l'intérieur. Alors concrètement, comment on fait ce travail? Le processus est assez clair. D'abord, tout commence par la prise de conscience. Avoir le courage de regarder nos propres schémas inconscients en face. Ensuite, vers l'observation. Identifier les émotions qui tirent vraiment les ficelles dans notre vie. Puis, c'est le moment décisif, le choix. Décider de ne plus être défini par le passé. Et enfin, l'étape presque magique de la transmutation. Transformer activement l'énergie de la peur en courage et celle de la tristesse en liberté. Et le plus puissant dans tout ça, c'est que ce travail n'est jamais isolé. Chaque fois qu'une personne se libère d'une de ses limitations, elle envoie une onde de choc positive dans le collectif. C'est l'effet d'entraînement. Imaginez une personne qui surmonte sa colère, une autre sa peur, une autre son jugement. La culture entière commence alors à se transformer, non pas par la force, mais de l'intérieur, de manière organique et inarrêtable. Le résultat de ce travail intérieur de masse, c'est l'émergence d'un tout nouveau modèle culturel. Un modèle qui est fondé sur une vérité simple mais profonde, l'unité. La compréhension viscérale qu'on est tous connectés. Et dans ce nouveau paradigme, la logique change complètement. Ce que je fais à l'autre, en réalité, je me le fais à moi-même. Et ça nous oblige à démanteler l'une de nos croyances les plus profondes. La psychologie, la société, tout le monde nous dit que la colère, la peur, l'anxiété sont des réactions normales. Et si c'était faux?
Et si en réalité c'était des états de conscience altérés, des déviations temporaires de notre état naturel? Parce que notre état naturel, notre véritable droit de naissance, c'est tout autre chose. C'est la liberté, c'est l'inspiration, c'est la joie. Ce ne sont pas des récompenses exceptionnelles qu'on doit mériter à la sueur de notre front. Non, c'est notre réglage par défaut. Celui qu'on retrouve instantanément quand on se libère des chaînes du passé. Et finalement, la plus belle récompense de ce voyage intérieur, ce n'est même pas le but qu'on s'était fixé. C'est la conséquence inévitable de ce travail, un amour profond qui naît, un amour pour soi, authentique, inconditionnel. Et de cet amour découle une appréciation nouvelle pour chaque instant, pour toute forme de vie. Un amour qui n'attend rien de l'extérieur, parce qu'il émane de l'intérieur. Au final, la question n'est plus de savoir si le monde peut changer, mais comment chacun d'entre nous peut incarner ce changement. Et tout commence par une simple décision, ici et maintenant. Alors quelle est cette vieille émotion, cette vieille histoire qui est prête à être transformée en liberté, dès aujourd'hui ?